Vous connaissez Pierrot Astro en tant que magasin Astro réputé dans son expertise dans le réglage et la réparation des montures équatoriales. Mais vous devez savoir que Pierre est d'abord et avant tout un astram passionné qui en a fait son métier. Pierre est un ami et nous nous tutoyons naturellement comme tous les autres astrams. Ce fac a été réalisé à ma demande et je n'ai touché aucune rémunération. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Bonjour également à Pierre Franquet, Bonjour. donc fondateur du magasin Pierrot Astro, réputé notamment pour le réglage des montures et toute une compétence en plus de 20 ans que tu as développée autour des montures de télescope. Donc Pierre, voilà, je t'ai proposé de faire un épisode ensemble, un fac de questions qui reviennent souvent sur les montures équatoriales, pour pouvoir essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va commencer une première question, parce que j'ai remarqué que tu vendais des espèces de Y pour les câbles d'alimentation. Oui, peut-être un Y, ouais. C'est ça. Et la question en fait, c'est quelles sont un peu les règles à respecter à partir d'une alimentation 12 volts et par rapport aux différents composants d'un setup. On va dire par exemple on a un NASIR, on a une caméra refroidie, on a un focuseur, on a une monture. Selon les types de montures aussi et les types de motorisation, comment tu vas te situer justement pour l'alimentation? Qu'est-ce que tu préconises? Alors moi, idéalement, je recommanderais de ne pas mixer la même alimentation pour les électroniques, je veux dire, fragiles et sensibles en termes de bruit, etc., avec les mécaniques. D'accord. Parce que tout ce qui est moteur, il y a des solénoïdes à l'intérieur, ça abîme pas mal le flux courant, donc on va avoir du bruit qui va circuler dans tout ça. Et idéalement, c'est quand même sympa que la caméra, au moins la caméra imageuse, ait sa propre source d'alimentation. Voilà. Après, les autres matériels, un ASIR mixé avec la monture, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'idéalement, la caméra, c'est bien de la préserver avec une source d'alimentation fine et stable. Voilà. Okay, merci. Donc ça c'est une question, elle est claire, nette, précise. Voilà. Donc on n'est pas forcé d'aller partir sur des boîtiers Pegasus forcément. C'est des boîtiers. Le T'as succès la JR souvent, qui fait quelques trucs mais qui est peut-être limité un peu en courant sur les sorties 12 volts. nous-mêmes, on fait pas mal de hubs et ça marche. Hein. Tu peux tout à fait utiliser des alimentations pour tous tes appareils et puis tout plugger par exemple sur une batterie. À partir du moment où c'est protégé en courant, il n'y a pas de souci. Simplement, nous, ce qu'on a constaté, c'est que tu risques quand même d'avoir un petit peu plus de bruit, voire des phénomènes d'appel de courant, etc. Et tout ça avec le fait que on a de l'humidité, on a du froid, de la température, etc. Il peut y avoir des petits soucis. Et dès qu'on commence à avoir des espèces de gros monstres, plein de câbles partout, c'est quand même pas trop ce qu'on recommande dans le sens où tu as pas mal de longueur de câble, tu vas perdre pas mal. Tout ça, il y a de la résistance, hein. Tous les câbles perdent un petit peu et c'est pas ce qui va donner vraiment la meilleure efficience. Donc c'est pas mal aussi de dire j'ai une alimentation dédiée à la caméra, j'ai mon alimentation monture, chacun son business entre guillemets et on a quand même quelque chose de beaucoup plus performant, stable, bien que encore une fois, les fonctionnements avec des hubs fonctionnent. Simplement, si je te sortais un hub, un vrai hub avec toute la filtration, tout ça électronique, avec des sorties découplées sur chaque sortie, etc., le prix. Il coûterait un bras et il je pèserait le pense poids d'un que mannequin. personne ne Parce que là, l'achèterait. c'est vrai, là, on serait sur des condos que tu as sur les chaînes IFI ou des machins comme ça. C'est ça, ouais. De toute façon, on regarde un petit peu dans le monde de la musique. Hein, C'est ça, quand ce sont des condos de malades, ceux qui veulent de la haute sur un fidélité. stage, etc. Voilà, ça revient à des prix vraiment Ok. inabordables. La charge utile maximum, on parle souvent de 2 tiers, 70%. Alors, Est-ce que c'est toujours valable selon un peu toutes les montures? Quelles sont un peu les compréhensions? Parce que c'est quelque chose qui se dit toujours en fait. Oui, Tu as des nouvelles montures aussi qui résonnent différemment. Oui. Je crois que les gammes Star Adventurer, en fait, c'est contrepoids compris, quand Oui. on veut parler de la masse. Donc quelles sont un petit peu les règles de ça? Alors il n'y a pas de Comment règle. La règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Nous on teste toutes les montures, on les vérifie, on regarde un petit peu comment ça se passe. On voit un petit peu comment mécaniquement tout ça est fait à l'intérieur, si c'est mou, si c'est costaud, si ça résiste bien à la charge. Voire même comme sur les AM5, s'il n'y a carrément pas besoin du tout de contrepoids. Donc, Oui. donc la question n'est pas quel serait le bon contrebalancement. Je dirais plutôt aux gens, regardez un petit peu comment fonctionne votre monture. Basez-vous quand même sur ce que le fabricant va vous donner comme caractéristique et quasi divisé par 2 la capacité de charge parce qu'on On sait tirait très carrément bien. à 50% en photo. Alors si la monture elle est faite pour 3 kg
je ne vais pas mettre un instrument de 3 kg parce que derrière, je sais que Christophe de la Chapelle, il va mettre une caméra, il va mettre une roue à filtre, il va mettre tout un paquet de câblage, il va mettre un ASIR. Et en fait, ma monture, ok, il y avait peut-être un instrument de 3 kg, mais là, elle est à genoux. Voilà, Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut comparer, il faut bien parler du package total que Le tu mets sur le package total. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est toujours de effectivement jamais dépasser la charge utile et d'essayer de bien en dessous. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a une règle? Non, parce que tu me montres 5 montures, elles se comportent les 5 de façon absolument différente. Seulement des Tenmicron, des IO3. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des Direct Drive maintenant, non, des Harmonic Drive. Harmonic, etc. ouais, voilà, c'est ça. Et effectivement, alors, en plus, les gens nous disent toujours quel est le poids. Mais le poids, ça ne veut rien dire. Le poids, ça veut rien dire. C'est pas un objet uniforme. Globalement, sur un Newton, le poids, il n'est pas partout pareil. Oui. Tu as un tube qui pèse pas grand-chose, avec beaucoup de poids d'un côté, beaucoup de poids de l'autre, une belle balance de Roberval, et la monture ne va pas réagir au poids de la même façon exactement que sur une Porter lunette. le poids loin de l'axe de la monture, forcément, Effectivement, ça va réagir si tes 5 kg ils sont ici, c'est pas les mêmes 5 kg que s'ils sont là. Etc., etc. Donc il n'y a pas de dogme en fait. Et c'est vrai que plus tu as un instrument qui va être dispersé et hétérogène, avec du poids un peu de chaque côté, etc., des flexions de partout, et plus tu auras des soucis. Et ça n'appartient pas au fait que la monture elle est faite comme ci ou comme ça, mais à l'ensemble de la mécanique. Et du coup à étudier, ça va beaucoup plus loin que simplement, bah tiens, c'est 70% du poids. Bon. Du coup, si vous avez des questions pour votre setup, vous appelez Pierre qui pourra vous envoyer l'équilibre. Il n'y a pas de règle. Alors, effectivement. j'ai une autre petite question. Au niveau de l'équilibrage, Oui. donc en ascension droite, quand tu vas commencer à faire ton équilibrage, est-ce qu'il faut vraiment un truc parfaitement équilibré, parfaitement égal des deux côtés, donc je parlais de la balance de poids verbal, ou plutôt un petit peu plus de poids côté est, de façon à ce que la monture soit plus sur le pignonnage? Alors, nous, ce qu'on va recommander, effectivement, sur toutes les montures équatoriales qui ont une vis sans fin, Oui. tu as effectivement une vis sans fin qui vient pousser la couronne. Donc, Ouais. ça veut dire que typiquement, si je lâche mon frein, idéalement, il faudrait que mon axe d'ascension droite aille à l'opposé du sens de déplacement du ciel. C'est ça. D'accord? Pour pousser et non pas pour Donc que empêcher la la monture rotation. soit très légèrement en plus. Voilà. En fait, ce qu'on va vous demander, enfin ce qu'on espère que vous fassiez, c'est d'avoir toujours une légère contrainte. Oui. Alors quand on dit légère contrainte, ça veut dire qu'effectivement je fais mon équilibrage. Moi, un truc que je recommande à mes clients, ça va être de mettre un petit trait sur la barre de contrepoids là où j'ai l'équilibrage parfait. Et une fois que j'ai l'équilibrage parfait, en fonction de la position de mon télescope, je remonte légèrement, je baisse légèrement mon contrepoids. D'accord? Ce qui fait que je crée une contrainte. Et effectivement, quand j'ai eu mon flip au méridien, ben, je change ma contrainte de sorte de respecter ces fameuses petites Là, par contre, effectivement, avec le flip, il faut bien penser dans le sens inverse. Ah oui, effectivement. J'ai remarqué aussi, tiens, là, tu vois, elle est en position, on va dire, est-ouest, selon que tu vas braquer l'instrument, d'accord? Elle est vraiment, finalement, le contrepoids, là, est complètement sur l'axe du méridien. Oui. Certaines montures, quand on est dans cette situation-là, moi, j'ai eu le tour avec une Star Adventurer, j'étais comme ça, Tu vraiment... au nord, par exemple? Non, je braque plein est, par exemple. Ouais. Et donc là, clairement, elle est dans les choux. Ouais. Et j'attends une demi-heure que là, il commence à y avoir un peu plus de déséquilibrage. Et là, à ce moment-là, elle sera bonne en termes de- Bah, c'est là qu'on voit qu'effectivement il ne faut pas garder un équilibre parfait, parce que si tu es dans un équilibre parfait, sachant qu'on a forcément un jeu mécanique entre la vis sans fin et la couronne, bah, tu es dans le jeu. Ouais. Si tu es dans le jeu, tu es vraiment là où tu n'as pas envie d'être. Malgré le fait que tu as une petite contrainte avec un petit ressort qui vient pousser la vis tangentielle, c'est pas suffisant. De toute façon. Ok, alors l'équilibrage en deck, bah voilà, ah oui, en deck. Alors en Et déclinaison, par rapport c'est au pareil. backlash. La déclinaison, tu as toujours du donc là, backlash. on est sur cet axe-là. De la C'est ça. monture. Et là aussi, un tout petit peu de déséquilibrage, Toujours. ou pas du tout. Toujours un tout petit peu. Toujours. Mais pas Alors, trop non plus. Pareil, ça va être le même principe qu'en ascension droite, sauf que là c'est encore un tout petit peu plus compliqué à expliquer, c'est qu'il va falloir que tu trouves quelle est ta dérive. Tu as fait une mise en Oui. station, et alors on parle Dérive d'une nord, fois sur dérive l'autre. sud. Voilà, tu as toujours une dérive, un sens Ouais. de la dérive, et idéalement ça va être de créer une contrainte à l'opposé de cette dérive. D'accord? Donc, si ma dérive elle est plutôt vers le nord, bah, je vais créer une contrainte au sud. De sorte que, pareillement, hein, la vis sans fin soit avec une très Soit en légère appui. contrainte et en appui sur la couronne. Donc ça, pour des montures à vis sans fin, c'est clairement compréhensible. Pour des montures à courroie, Oui. ça s'applique toujours. Ah, dans tous les cas, tu as une vis sans fin. Hein. D'accord. les Et cas, pour des montures harmoniques, Dans les montures harmoniques, le souci est un petit peu différent parce que justement, il n'y a pas de question d'équilibrage. Ouais. Donc de toute façon, le jeu ne s'exprime pas. de toute façon, tu peux pas débrayer les freins sur la M5, tu peux pas débrayer les Donc tu freins. ne risques pas de faire un équilibrage. Donc tu vas avoir du mal à le faire. À partir du Faut moment où vraiment le le faire à la problème mano ne avant de s'exprime- placer la. Ouais, à partir du moment où le problème ne s'exprime pas, tu n'as pas besoin de le résoudre. C'est ça qui est intéressant. Ok, alors la mise en station. Ah oui, alors ça c'est une question. Je crois qu'il existe un site américain qui en fonction
de l'instrument. Non, pardon. En fonction de la monture, tu sais, on dit telle monture c'est tel poids, mais je peux très bien te mettre un petit objectif catadioptrique ou un petit Mac sur une Star Adventurer, ok. Donc de me retrouver à 1000 de focale sur une Star Adventurer et je suis toujours dans les critères de poids. Et je vais être bien évidemment en termes de qualité de suivi dans les choux parce que là on est vraiment au-delà de la qualité de son suivi. Alors là, comment raisonner? Je sais qu'il y a un site, il faut que je le retrouve, il y a un site US où les mecs ont fait des tonnes et des tonnes de tests sur les montures et de ressortir effectivement la qualité justement de l'erreur périodique de la monture, etc. Toi, comment tu raisonnes? Alors là, je dirais que c'est quand même un petit peu plus simple que ça. Simplement, je vais regarder quelle est l'amplitude de mon erreur périodique. Et ça va me dire deux choses. D'abord, si l'erreur périodique est autoguidable ou pas, parce qu'il y a des petites montures qui, sont trop petites et deux, trop mauvaises pour être autoguidées, parce que ça bouge dans tous les sens, c'est quelque chose de très, très chaotique, donc tu n'as aucune chance de le guider. Et beaucoup plus lente que ce que tu voudrais mettre. Et là, tu vas me dire, c'est bizarre parce que c'est un peu le cas de la Star Adventurer, mais malgré tout, les gens font des photos. Oui, ils font des photos, mais parce que la focale de leur appareil photo est très petite. Et donc, le maître arbitre, c'est même pas le poids, c'est rien du tout, c'est la focale. Si j'ai une petite focale sur mon instrument, même si mon erreur périodique n'est pas géniale, même si je ne guide pas, j'ai quand même la chance de tomber sur des moments un petit peu plus calmes de ma période où je peux faire des photos sans avoir trop de bouger, voire pas de bouger du tout. Et après, plus je monte en focale, plus je monte en contrainte sur mon optique, et plus je vais avoir des problèmes de guidage, plus il faut commencer à effectivement auto-guider, parce qu'il y a aussi les défauts de mise en station, etc. Et donc tu vas auto-guider nécessairement, je dirais à partir de 250 à 300 mm de focale. Moi je dis aux gens, ne vous posez pas la question, vous auto-guidez. Voilà. Et après, deux choses l'une, soit ça fonctionne parce que la monture est suffisamment mécaniquement correcte pour assumer le guidage. Guider c'est une chose, mais il faut que la mécanique le permette. Si tu as des jeux de partout, voilà. D'accord. Donc en fait, je dirais que ça c'est vraiment encore une fois au cas par cas. Après, tu as des fois des gens qui vont te faire un mouton à 5 pattes et étonnamment ça fonctionne. Alors que le client d'à côté, il a une monture toute bête, un instrument tout bête, ça ne marche pas. Parce qu'il y a aussi les réglages, il y a aussi la qualité de la monture propre. Tu prends deux montures Star Adventurer, les deux n'ont pas du tout la même erreur périodique. Ça, il faut sentir, il faut connaître sa monture. C'est ça qui est un peu frustrant, il n'y a pas la solution de dire voilà, telle focale, tel échantillonnage, tel capteur, machin, boum, égale telle monture. C'est pas aussi simple que ça. De toute façon, on en a discuté, comme je te disais, en science, si je te fais une réponse simple à une question complexe, je te mens. Et j'aime bien ta franchise, c'est exactement ce que je veux. Alors, la question des bases parfaitement horizontales. Alors, je vais pas je suis en train de préparer une série d'épisodes sur le sujet. Alors, le stockage d'une monture. Comme le stockage de l'instrument. Donc, jamais au garage. Alors, déjà. Oui, pour les questions d'humidité. Voilà. Parce que malgré tout, l'humidité, voilà. Mais au niveau de, est-ce que par exemple, on va prendre ce cas-là, est-ce que si je la stocke comme ça, telle qu'elle, je démonte l'instrument et je démonte les contrepoids, est-ce que je desserre les freins, est-ce que je laisse les freins serrés, c'est quoi tes recours? Nous, on desserre toujours les freins. Ouais. Parce que, par exemple, assez récemment, j'ai encore eu une monture AZ6 qui était complètement bloquée parce que tu as des flasques à l'intérieur et le fait d'avoir gardé la monture serrée avec les freins serrés à fond, des fois j'ai des clients, ne le faites pas, mais j'ai des clients des fois qui serrent les freins vraiment démesurément, elle était complètement bloquée. Donc il a fallu y aller dessus, ça a été compliqué. D'accord. Donc effectivement les freins desserrés, ça sert à rien de créer des contraintes mécaniques sur un matériel qui n'est pas en train d'être utilisé. Et par contre, là, pour toi, ça pose pas de problème de la série avec l'instrument et avec les contrepoids par exemple? Moi, je dirais que le pire ennemi, de toute façon, que ce soit de l'optique, de la mécanique, de la monture elle-même, c'est l'humidité. Oui. Alors, on est d'accord que quand on est sous le ciel, on prend de la flotte, c'est normal, c'est le cadre d'usage naturel d'un instrument. Simplement, on ne va pas le stocker avec son humidité, on ne va pas le refermer, le mettre dans un sac. Si tu regardes les matériels qui viennent de Chine, il y a toujours le petit sachet de dessicant, etc. pour éviter que l'humidité se développe. Si tu as de l'humidité, il faut savoir que tu as des roulements à billes dans le porte-oculaire, tu as énormément de mécanique là-dedans, et tout ça, on n'a pas d'inox, les roulements à billes en inox, c'est une catastrophe, donc ça va rouiller. Donc on va essayer d'éviter de préserver au maximum son matériel en le mettant à l'abri de l'humidité au stockage. C'était pas ma question, mais là effectivement tu as raison de le souligner. Ma question elle était de savoir est-ce que plutôt je laisse l'instrument et les contrepoids ou est-ce que je le démonte? Non, ça n'a pas d'impact. Et c'est soit les deux, soit aucun. C'est pas je démonte l'instrument et je laisse les contrepoids. Ça il faut dire. Bah, je trouve que c'est un peu bizarre en fait. Bah oui, mais elle a quand même ses contraintes mécaniques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'irai pas démonter l'instrument pour laisser les contrepoids. Pour moi, il y a deux paradigmes. Soit j'ai mon instrument et il est à poste. Par exemple, tu as une coupole et à ce moment-là, tout est installé. Tu peux mettre une petite bâche dessus si tu veux.
un petit Oui, mais si je système de rentre, chauffage. je rentre l'instrument Si dans tu la rentres, maison, si tu rentres l'instrument à la maison, tu démontes tout, tu enlèves tout. Bon, en tout cas, vous avez compris. Ça paraît un peu bizarre si tu veux de dire j'enlève l'instrument mais je laisse les contrepoids. Oui, on est d'accord. Mais à part ça, non, la Et monture. pensez-y quand vous changez d'instrument ou des machins comme ça, quand on bricole son instrument, des machins, il faut retirer les contrôles. Vraiment, mon ennemi, souvent, enfin moi en mécanique, hein, c'est l'humidité, hein, clairement. C'est les ravages de l'humidité. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Alors, tac, tac, tac. Donc le serrage des freins, on en a parlé. Le stockage extérieur et tout ça sous bâche, bah voilà, t'en as parlé. Tu devances mes questions, c'est génial. Alors, à part les montures allemandes, les montures à fourche, mono et bibra, bon, tu as les CPC, tu as les Avalon, les tables équatoriales. Tu connais d'autres montures équatoriales dans le commerce? Il y a eu un Dobson avec monture fer à cheval qui a été dans le commerce il y a quelques années. Oui, tu as aussi des montures qui sont sur des petits systèmes de suivi équatorial aussi, ça existe. Oui. Donc il y a énormément de systèmes et on a la chance de vivre dans un monde assez technologique où il y a beaucoup de progrès techniques. Donc globalement, hein, le fait de suivre de façon équatoriale ou altazimutale, c'est le principe de base. Alors, après, la forme de la monture en elle-même, il y a pas mal d'évolutions, mais le principe, il n'y en a toujours que deux, a priori. Donc soit tu es dans le référentiel terrestre, soit tu es en mode polaire équatorial. Voilà. Donc ça, on n'a rien inventé de Pas mal particulier. de différences. Alors le PEC, ça c'est un grand sujet. Donc le PEC, Periodic Error Correction. Oui. Que l'on comprenne bien, le PEC, c'est la monture va avoir sa propre erreur périodique. Oui. Quand je fais de l'autoguidage, je lui donne des consignes pour la corriger, mais ce sont des consignes subies. Elle fait son erreur et je vois l'erreur et je le corrige. Après, derrière, comment se passe la mise en œuvre du PEC? Alors, le PEC, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que tu vas faire ton autoguidage en lui demandant d'enregistrer le PEC dans la monture. Généralement, ça s'enregistre avec la raquette. Ok. Enfin, ça dépend des montures, hein, mais tu l'enregistres dans la raquette, donc tu lances l'enregistrement du PEC. PEC recording. Ok. Voilà, et après, bah, simplement, quand tu choisis ton mode de suivi, tu vas dire suivi avec PEC ou suivi normal. Et à ce moment-là, en fait, il a un petit encodeur hein, avec un point de départ et il va réappliquer la fameuse erreur périodique en espérant, entre guillemets, que l'erreur soit périodique. C'est-à-dire qu'à chaque période, j'ai bien la même période, ce qui n'est a priori pas jamais le cas, hélas. Il y a toujours des choses qui vont se produire à un moment donné que tu n'auras pas la période précédente, la période suivante. C'est pour ça que le PEC, c'est très bien. Mais dans tous les cas, même que ce soit le PPEC, etc., ça ne résout pas tout. Il y a eu des grandes marques qui ont essayé de faire des montures avec un suivi absolument parfait et qui sont allés un petit peu dans l'absolu, si tu veux, avec des systèmes tellement complexes que plus personne n'arrive à s'en servir, alors qu'au final, un petit autoguidage en parallèle réglait bien la chose. Donc le PEC, il faut faire attention, c'est une très bonne méthode pour réduire l'amplitude globale de son erreur périodique, mais ça ne justifie pas d'y mettre des montants faramineux et ça ne justifie pas non plus de s'arracher les cheveux à essayer de le régler. Un bon autoguidage fait la même chose. Mais quand tu fais du PEC, tu fais pas d'autoguidage en boucle. Ça, c'est un problème, parce que tu peux avoir effectivement des ordres inverses, puisque tu as enregistré une période. Encore une fois, sachant que, moi, quand je mesure une monture, j'ai toujours quelque chose qui se passe à une période qui ne s'est pas passé à la période précédente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je corrige ou est-ce que je corrige pas? Comment savoir que la période que j'ai En enregistrée... fait, le PEC corrige la vis sans fin, mais ne corrige pas la couronne. Il ne corrige pas la vis sans fin, le PEC. Enfin, Il corrige reproduit- l'ensemble des erreurs d'autoguidage que j'ai pu constater pendant que je faisais mon Mais enregistrement. il est relatif à une période de Mais rotation de la seulement vis à sans fin. une seule période. C'est Et ça. tous les événements... Quand tu t'es décalé d'une dent sur la couronne centrale, Oui. eh ben, c'est forcément pas strictement identique. Dans tous les cas, ça sera forcément pas strictement identique parce que tu peux avoir un problème lié à la turbulence, une flexion, quel que soit le problème qui va se passer. Moi, je n'ai jamais vu deux périodes rigoureusement identiques. C'est deux choses de dire je mesure la mécanique de ma monture, par exemple avec un encodeur, et c'est ce qu'on a sur par exemple les EQ8 RH, tu as un encodeur absolu qui va regarder très simplement le déplacement de la monture et qui va la corriger parce qu'il a un encodeur, ici son encodeur, et ben si je vais un peu trop vite ou un peu moins vite, je corrige. Mais il ne corrige pas le suivi, il corrige la monture. J'avais à l'époque une conférence sur l'autoguidage où je montrais qu'il y avait une quinzaine de points qui font que ta photo va être floue. Mais c'est pas uniquement la PEC de la monture. D'accord? La monture, elle a son suivi, son erreur périodique, mais il y a des flexions, il y a des problèmes ne serait-ce que ta mise en station. Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs, la réfraction atmosphérique qui fait que la vitesse des étoiles dans le ciel, elle est absolument pas linéaire. Donc comment fait-on? Donc en fait, c'est chiné à mettre un système en place monstrueux qui corrige un point, alors qu'on en a pas loin d'une quinzaine, qui peuvent
effectuer un flou sur ton image, un petit bouger, etc. C'est un peu dommage. Du coup, le PEC, c'est très bien. Les montures avec une correction intégrée, c'est très bien, mais ça ne résoudra jamais 100% des problèmes. Mais loin s'en fout. C'est à nous de voir après dans la pratique si on va activer plutôt le PEC ou si on va essayer carrément de devoir mettre en œuvre un autorisé. Alors, je dirais aussi qu'il y a différents niveaux de PEC. Il y a le PEC qui me fait dire, tiens, par exemple, je suis sur une monture Celestron. Les montures Celestron, ils ont le PPEC. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai mis un encodeur sur ma boîte de vitesse en sortie de mon moteur qui permet de corriger toutes les sous-fréquences et qui sont assez ignobles en sortie de moteur. Ce qui fait que mon moteur, au moins, il est stable. Je ne corrige pas l'erreur périodique de ma vis sans fin, mais je corrige les démultiplications de tout ce qui est dans mon moteur. Ça permet d'éviter d'avoir une espèce de machine ignoble. Donc j'ai un encodeur et ça me permet de stabiliser au moins la sortie du moteur. D'accord. Donc je contrôle bien ma vitesse sidérale. Et après, j'ai l'erreur périodique naturelle de la monture et tous les autres problèmes de flexion, mécanique, etc. qui vont se mettre par-dessus. Par contre, j'ai corrigé mes hautes fréquences. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, tu as la PEC, le PEC au sens strict du terme, qui est de dire je corrige l'ensemble des facteurs de suivi de la monture. C'est-à-dire toute l'erreur périodique. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est par exemple, sur certaines montures, je vais avoir mécaniquement, simplement lié au diamètre de la couronne, plus elle est petite, plus l'amplitude est grande, je vais dire c'est dommage, elle est bien mécaniquement, etc. Mais il y a une amplitude assez importante. Je mets une PEC en place, parce que je ne vais pas passer ma vie à guider, à autoguider sur quelque chose qui est très régulier, que je sais corriger. Donc je mets une PEC en place et du coup je vais obtenir un suivi beaucoup plus linéaire. Mais ça n'empêche, je vais quand même devoir guider pour tout le reste des problèmes qui se posent à ma monture. Ok. Bon. Beaucoup de choses, c'est dense, mais vous voyez. Encore une fois, les réponses sont souvent plus complexes que il faut comprendre sa monture. Et je simplifie encore. Il faut comprendre sa monture, il faut l'utiliser, il faut voir comment elle se comporte et essayer de comprendre un peu les sources. Et c'est exactement cet ADN-là qu'on voudrait transmettre. Les encodeurs absolus, tu en as parlé un petit peu, effectivement, qui viennent aider. En tout cas, j'ai essayé sur un RC500 Astro Civ à Astrokera, c'est quand même vachement bien. Voilà, tu fais disparaître. Ça coûte un bras, mais c'est vrai. Ça coûte un petit peu cher. Après, tu n'es pas obligé d'avoir ce type de solution forcément. Tu as ça dans une écumitaire, avec écumitaire H. Voilà. Si tu as envie vraiment de faire disparaître. Après, moi j'ai des EQ8, une fois bien réglés, on les sort à plus ou moins 2 ou 3 erreurs secondes d'erreur périodique. Aller mettre en œuvre un PEC pour ça sert à rien parce que de toute façon tu vas avoir plein d'autres facteurs à auto-guider de la même amplitude qui vont prendre qui de toute façon sont à auto-guider long. Je m'embête même pas. J'allais dire à la limite ça ne sert à rien. Ce qui va être intéressant c'est effectivement si au départ ta mécanique, aussi bonne soit-elle, entraîne une forte amplitude et que effectivement tu peux t'en débarrasser très facilement. Là il y a un intérêt. Bon merci beaucoup Pierre pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous éclairera un peu plus sur ces différents critères au niveau des montures. On est allé un peu vite. Mais aussi on a un timing parce que j'ai une conférence à l'enregistrer. Vous connaissez le magasin Pyro Astro, qui est parmi les grands amis de la chaîne Astro. Vous pouvez donc aller chez Pierre de ma part, il n'y a aucun problème. Le mot de la fin, je sais pas. Allez. Sortez vos télescopes et photographiez le ciel. Ce dont nous avons parlé, je dirais autoguidé. Autoguidé. Ce serait ma conclusion. Non, pardon. Et donc, le mot de la fin quand même, dire un petit peu la prestation de réglage de monture que tu proposes, parce que c'est unique en France, tu es le seul à le faire, sur du réglage de monture équatoriale. Unique en France, je crois qu'il y a quelqu'un qui commence à le faire en Angleterre, je ne sais pas trop comment ils font. Mais c'est pas en France. Mais c'est pas en France, et quasiment dans le monde quand même. Moi j'ai même des Japonais qui m'envoient leur monture pour les régler. Donc technique, globalement, c'est quoi le plus que d'acheter une monture chez toi et de te la faire régler? Encore une fois, c'est de se poser la question, est-ce que ma monture, quelle que soit son erreur périodique, va être ou pas autoguidable? Donc l'idée c'est chez Pyro Astro, c'est de dire la monture elle aura forcément une erreur périodique, on va faire en sorte qu'elle soit autoguidable. Donc tout ce qui est jeu mécanique indu, on va toujours laisser un jeu mécanique mais beaucoup plus faible que d'origine. D'ailleurs c'est marrant parce que la tendance des réglages chinois d'origine actuelle c'est plutôt d'enlever tous les jeux mécaniques. Donc on a des vis sans fin qui forcent, on a des efforts un petit peu plus considérables, des vibrations. Donc le jeu mécanique, c'est pas gagné d'office quand on a la monture qui sort du carton. Donc des fois, tu as des montures beaucoup trop serrées, d'autres qui sont un petit peu pas assez serrées. Et les clients, ce qu'ils veulent de plus en plus, malgré le prix relativement abordable des Skywatcher, c'est une Formule 1. Donc nous, on leur dit, on va essayer de vous en faire une Formule 1. Vous voulez pas acheter la monture à 15 000 €, ok, d'accord. Mais vous voulez quand même une monture qui fonctionne bien. Et nous, notre idée, c'est de faire de l'astrophotographie. Entendons-nous bien, la monture Skywatcher, tu la sors du carton,
tu veux faire du visuel avec, tu n'auras aucun problème. Bien entendu. Simplement, les gens ont des niveaux d'exigence qui sont largement supérieurs. Et l'idée, c'est une fois que j'auto-guide ma monture, est-ce que je vais avoir le suivi que je veux? Ou est-ce que je vais avoir plein de problèmes? Est-ce que je n'arriverai pas à auto-guider ma monture? Donc, si le but, c'est d'arriver à faire quelque chose, on va vous régler la monture, on va la mesurer en laboratoire, ce qui est très important pour nous. Parce que cette mesure en laboratoire ne va pas mesurer les facteurs extérieurs dont on parlait tout à l'heure, les 15 ou 20 facteurs extérieurs, la position de l'étoile, la turbulence, la réfraction, etc. Ce qui permet d'isoler ce qui vient. On va isoler la monture. Moi, ce que je veux, c'est que la monture fonctionne. Après, quand elle est chez toi, la monture, tu as tous les autres problèmes qui te tombent dessus, mais au moins, tu es sur une chose, la monture fonctionne. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Juste dire un petit mot quand même, c'est qu'il y a eu quelquefois des personnes qui prétendaient vendre d'occasion des montures réglées par Piero Astro. Ça ne l'était pas. Toutes les montures sont autorisées. Le bon point, de toute façon, voilà. Moi je dirais ce qu'il faut faire, c'est déjà ne jamais faire de virement à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que ça c'est le marché de l'occasion, il faut faire attention. Mais ça c'est pas spécifique à Piero Astro. Simplement, on a une image de marque qui fait que si la monture vient de chez nous, les gens sont d'accord pour l'acheter plus facilement. Il faut faire attention. Et dans tous les cas, si vous nous écrivez, il y a un numéro sur chaque monture, on sait vous dire d'où elle vient, quand elle a été achetée, qu'est-ce qu'elle a subi. C'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. Je te souhaite bonne continuation. Et puis voilà, tu es bientôt sur la chaîne Astro quand tu veux. J'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à mettre un petit mot dans l'espace commentaire, à rajouter aussi d'autres questions. Et puis à l'occasion, voilà, j'ai transmis à Pierre et j'essaierai de vous les décider au gré des épisodes. Allez, on vous dit à très bientôt chez Piero Astro et sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.